endométriose. Elle anime ses consultations au sein de son cabinet à Besançon et en visio. Elle est elle-même hypersensible et elle a à cœur d'accompagner les personnes atypiques vers une meilleure connaissance d'elles-mêmes afin de vivre pleinement leur sensibilité tout en développant des relations harmonieuses. Ses thèmes de prédilection sont la connaissance de soi, la confiance en soi, l'entrepreneuriat et les relations amoureuses. Pour aider le plus grand nombre, elle a développé plusieurs activités. Consultation en naturopathie, en fleurs de bac, accompagnement holistique des hypersensibles, mentorat pour entrepreneurs hypersensibles ou au potentiel, programmes, ateliers en ligne et encore plein d'autres choses à venir. À ce jour, elle est très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle offre une vision singulière de la naturopathie, ainsi que sur YouTube, où elle montre les coulisses de son activité et de son quotidien d'hypersensible. Bonjour à tous, bonjour Jennifer, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui et avec toi on va parler de couple dans les relations, voilà, les relations de couple et avec les autres et on sait que ô combien c'est un sujet, on va dire, important pour les hypersensibles, donc j'ai hâte de découvrir tout ce tu vas nous apporter dans cette conférence. Je suis sûre que tu vas nous apporter plein d'astuces et de conseils pour vivre au mieux nos relations. Bah écoute, merci beaucoup pour ton invitation, Flora. Et puis, bah oui, c'est un vaste sujet que j'ai plaisir à aborder aujourd'hui avec vous. Bon, alors on peut y aller. On peut y aller. OK. Bah déjà, avant de commencer, j'aimerais un peu faire un profil, je dirais, de l'hypersensible dans ses relations et notamment dans la relation de couple. Parce qu'il y a souvent une espèce de paradoxe, je trouve, dans les couples d'hypersensibles où on est parfois tiraillé entre ce besoin d'être isolé, de vivre des moments de solitude, en même temps la quête de l'âme sœur. Moi, c'est des choses que j'ai pas mal entendues dans mes consultations. Et c'est vrai qu'il y a souvent ce besoin où finalement on est bien dans notre vie de célibataire et seul parce que finalement ça nous permet aussi de nous protéger et de pas trop être confronté aux émotions de l'autre, au stress du partenaire, chose que j'évoquerai du coup au fil de la conférence également. Et en même temps, avec cet idéalisme qu'on a dans nos relations, dans notre entièreté, je dirais dans l'importance aussi de nos valeurs et de partager des choses qui nous tiennent à cœur, on est souvent dans la quête de l'âme sœur avec cette vision un peu idéaliste parfois du couple qui peut amener parfois à soit de la dépendance affective ou à d'autres problématiques où on va trop rentrer en fusion avec le partenaire, quitte à s'oublier. Donc ça, c'est la première chose que je voulais évoquer avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet et dans les différents outils. Et pour moi, en fait, il y a vraiment 3 choses super importantes pour que l'hypersensible puisse vivre des relations épanouissantes, que ce soit dans ses amitiés et plus particulièrement dans le couple. C'est vraiment le fait de communiquer de manière authentique. La communication, c'est central dans toutes les relations qu'on a et se révéler sous son vrai jour, de vraiment faire tout un travail de s'accepter, de savoir en quoi se joue notre hypersensibilité pour pouvoir le transmettre aussi à son partenaire et aussi poser clairement nos limites. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui est essentiel avant de démarrer dans les exercices pratiques que je vais donner par la suite. Ouais, c'est intéressant, hein, je t'arrête, mais ce paradoxe-là où en fait on a envie de vivre pleinement la relation, de vraiment, enfin souvent voilà, c'est multiplié par 10 000 et à la fois d'avoir ce besoin, comme tu l'exprimais si bien, quoi, d'être juste tranquille aussi et qui peut être aussi culpabilisant, hein. On en revient souvent à la culpabilité, mais voilà. Mm. Totalement. Et pour rebondir là-dessus, justement, en préparant du coup la conférence, je suis tombée sur des recherches qui ont été menées du coup par le mari d'Hélène Aron, qui est quand même une des grandes spécialistes de l'hypersensibilité. Je pense que la plupart des gens qui participent à Ton Sommet doivent la connaître, en tout cas je l'espère. Et en fait, il avait fait des recherches notamment sur comment on tombe amoureux finalement. Et il y a différentes recherches qui ont été faites et qui montrent que finalement on tombe plus facilement amoureux dans des périodes de surstimulation. Donc, suite à des ruptures et l'hyperstimulation, c'est un très grand sujet sur l'hypersensible en général. On est de toute manière toujours à des degrés ou des seuils qu'on dépasse dans des stimulations. On est souvent très sursollicité et c'est là où en fait on peut facilement tomber le plus amoureux. Et pour moi, le partenaire hypersensible ou l'amoureux hypersensible, c'est une personne qui peut vraiment, mais vraiment tomber éperdument amoureux, vivre des relations quand elles sont équilibrées et quand il arrive aussi à s'en protéger, totalement épanouissante et vraiment dans la plénitude et dans le bonheur. Ça, c'est vraiment des choses que l'hypersensible est capable de vivre au quotidien.
Quand ils s'autorisent, parce que souvent, il y a aussi cet aspect-là de ne pas s'autoriser à y aller pour pas trop souffrir, quoi. Oui, il y a ça et puis je pense que, bah, par rapport à ta remarque aussi, il y a aussi le fait de travailler sur sa propre valeur, de se dire: «Est-ce que moi je suis assez bien quelque part?» parce qu'il y a aussi tout l'aspect de la confiance en soi, le fait de s'oublier, face à l'autre, de se dire: «Est-ce que moi je suis capable aussi de vivre cet amour? Est-ce que j'en ai le droit?» Ça, c'est des choses que je peux entendre aussi des fois, dans mes accompagnements et en fait, tant qu'on n'a pas travaillé sur soi aussi, et ça va être l'introduction, je dirais, aux conseils qui vont suivre. C'est vraiment de se faire confiance, de s'accorder de la valeur et de se dire que oui, j'ai le droit de vivre une vie épanouissante et de vraiment ne pas tout le temps faire passer les autres, je dirais, qui nous entourent avant soi-même. Mm. Donc, pour vivre en harmonie avec les autres, je pense que la principale clé, déjà, ça c'est le premier outil, c'est d'être en mesure d'expliquer son hypersensibilité, expliquer le fait qu'on peut être surstimulé, le fait qu'on est plus facilement fatigué, le fait qu'on peut aussi plus facilement ressentir le stress de l'autre. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les caractéristiques de l'hypersensible, mais pour moi, tant qu'on n'est pas capable d'expliquer à son partenaire qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité et pourquoi notre mode de fonctionnement est différent, on n'arrivera jamais en fait à une vie harmonieuse. Et moi, aujourd'hui, dans mon couple, je sais que j'ai eu beaucoup de temps parce que j'ai découvert mon hypersensibilité, je dirais, au milieu de la relation quasiment. Donc, l'autre, enfin, en tout cas, mon partenaire a fait aussi ce cheminement en même temps que moi. Et je lui faisais part de mes recherches constamment, sans rentrer non plus dans des détails, sans lui faire des exposés ou des conférences comme je fais aujourd'hui. Parce que ce qui est hyper important de comprendre, c'est que autant l'hypersensible, il peut se sentir en décalage, c'est souvent quelque chose qu'on entend très fréquemment, mais il faut aussi comprendre que l'autre, en fait, il est différent et que parfois, on peut être dans des relations où l'autre n'est pas hypersensible. Ça, je fais une petite parenthèse. Pour moi, il n'y a pas comme des fois on peut l'entendre sur Internet ou dans d'autres contenus, que l'hypersensible doit être uniquement avec des hypersensibles pour s'épanouir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture-là, mais pour que ce soit possible, il faut vraiment prendre en considération que l'autre, il a aussi un mode de fonctionnement qui est différent du nôtre, et tant qu'on parle pas en fait le même langage, on n'arrivera jamais à se réunir, je dirais, au même endroit de la relation. Donc la communication en ça, elle est ultra importante, et de vraiment faire presque un travail d'éducateur en fait avec son compagnon pour expliquer pourquoi de temps en temps on pète les plombs, ou pourquoi des fois il y a des petites choses qu'il va faire qui vont chez nous être surstimulées, et sans ça, lui ne pourra pas non plus mettre en place, je dirais, peut-être d'autres habitudes pour justement quelque part nous protéger. Alors, si j'ai bien compris, toi, ton compagnon est pas hypersensible, c'est ça? Et ben en fait, il est en train de découvrir qu'il l'est peut-être. Voilà, Mais un ouais. autre cheminement, lui, il est vraiment en train d'y aller tout doucement, parce que c'est tout récent pour lui. Mais si, il a une très belle hypersensibilité, mais on la vit pas du tout de la même manière parce Mmh. que, bon, je rentrerai pas non plus dans les détails ici parce que c'est pas l'objet de la conférence, mais il n'y a pas un type d'hypersensible, il y en a des tonnes en fait. Et pour moi, c'est une partie en fait de notre personnalité, c'est juste une facette. Moi, j'ai une hypersensibilité où je vais être très extravertie, je vais beaucoup parler de mes émotions, je vais être bien avec les autres. Lui, il est plutôt dans le côté très, très cérébral où il ressent beaucoup ce que les autres ressentent. En fait, c'est une éponge émotionnelle. Par contre, il a de grosses difficultés à parler des émotions. Donc là, c'est presque un apprentissage qu'on fait ensemble pour justement qu'il puisse lui aussi s'épanouir avec son hypersensibilité. Et ça a été facile pour toi de lui en parler? Parce que là, j'imagine que, enfin, moi, j'ai entendu parfois que, en fait, c'est pas si facile pour certains, tu vois, de parler d'aller voir son conjoint et puis de lui dire, enfin, des choses, quoi, en fait, hein. Et qu'est-ce que tu aurais un conseil? Est-ce que toi, comment ça s'est passé pour toi? Je sais pas. Bah, en fait, je pense que par rapport à ma personnalité, moi, je suis une passionnée de psychologie et d'émotionnel, donc j'ai tellement lu de choses sur le sujet. Et en fait, en tant qu'hypersensible aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos relations, en fait, on a moi, je vois ça comme un super pouvoir où finalement, on est tellement consciencieux, on fait tellement attention à ce que l'autre ressent, on est tellement dans l'empathie constante, on essaye tellement de faire attention. Et là, je parle même de relations amicales. Moi, bien avant de savoir que j'étais hypersensible, je me suis toujours questionnée en fait sur l'impact que je pouvais avoir sur les autres. Et je trouve que dans la relation, c'est hyper riche.
Et comment je l'ai fait avec mon compagnon? Je l'ai fait vraiment pas à pas alors presque en me faisant un feedback sur moi, en me rappelant moi à l'époque quand j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années. Bon là, lui aujourd'hui, il en a 33, mais quelque part, ce qu'il vit aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai vécu quand j'avais une vingtaine d'années et que je ne me comprenais pas. Donc j'essaye toujours de faire un feedback et d'avoir un regard, je dirais extérieur, où j'essaye de me dire finalement de me mettre à sa place, sachant que c'est une place que moi j'ai connue en fait. Donc je pense que la facilité pour moi, c'est que je suis hypersensible. Ce qui traverse aujourd'hui, moi-même, je l'ai traversé. Donc après, je trouve que c'est plus simple de le partager finalement et aussi dans la communication, en fait, dans la façon de l'expliquer, de pas, je dirais, de pas le surcharger en fait avec plein d'infos comme parfois on a l'habitude parce que quand on découvre un nouveau sujet, on l'approfondit au maximum et moi je pourrais lui en parler 4 heures par jour, mais à chaque fois j'essaye juste de rebondir sur ce qu'il vit sur le moment présent et de pas alors ça c'est un peu compliqué pour moi pour le coup, mais j'essaye vraiment de me focaliser en fait sur des choses précises pour vraiment faire une chose à la fois. Ouais, c'est ça. C'est par exemple dans des situations. Enfin, c'est déjà ce que j'ai compris de ce que tu disais, c'est des petits pas. En fait, pas tout dire. Bon, alors je suis hypersensible, c'est comme ça, comme ça, comme ça. J'ai Ah besoin ouais, de ça. non, surtout pas. Sinon, ils vont craquer, surtout si, Mais voilà, oui. si c'est des hommes. Et tu disais que peut-être dans des situations bien précises, quoi. C'est ça que par exemple, si tu vous sortez au restaurant, que toi tu dises, bah tu vois, là, moi, maintenant, je me sens comme ça parce que telle chose. C'est ça? C'est exactement ça et ça rejoint justement le prochain conseil que je voulais dire, c'est de vraiment, dans toute cette explication qu'on fait sur ce qu'est l'hypersensibilité et pour vivre aussi ces relations, c'est de surtout pas tout le temps, faire je dirais ce travers qu'on a tendance à faire en tant qu'hypersensible, de se mettre un peu en retrait et de prendre sur soi et de faire que des concessions tout le temps. Alors il en faut dans les relations, mais je pense que l'hypersensible, il a tendance peut-être à en faire trop, à faire trop de concessions pour pas imposer ses idées, pour pas oser s'affirmer. Et dans le cas du restaurant, je pense que c'est un super exemple que beaucoup de couples ont dû connaître. Tu passes 3 heures à choisir ton plat, ou alors moi des fois je fais carrément changer de place parce qu'il y a la lumière qui va pas, parce que il y a un truc sur le siège qui me dérange et moi je vais juste être focalisée sur ce petit détail. Lui, il comprend pas d'où ça vient. Si je suis pas en mesure de lui expliquer qu'est-ce que ça me fait, c'est aussi ça, je trouve, qui est important, c'est de vraiment poser des mots, même sur nos ressentis physiques, parce qu'on a une hyperesthésie qui fait que lui, il ne comprend pas, en fait. Moi, l'exemple le plus bête, quand on est à table et que, par exemple, il va s'amuser avec sa fourchette, je ne sais pas, à taper contre le verre ou à faire du bruit en mangeant, nous, c'est des choses qui ont une proportion démesurée. Moi, je lui explique et j'essaye de mettre des mots sur mes ressentis. Je lui dis, bah là, c'est comme si tu me prenais une lame et que tu m'enfonçais sur la peau. Enfin, c'est peut-être un peu étrange pour des gens qui ne sont pas hypersensibles, mais si on ne leur explique pas concrètement nos ressentis physiques aussi, c'est compliqué pour eux, en fait, je dirais, de comprendre pourquoi ce simple petit geste qui, pour lui, est anodin, chez nous, prend des proportions mais totalement démesurées. Ouais. Ou alors, tu peux juste lui dire que s'il continue, tu l'étrangles. Par exemple. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, des toutes petites choses qui, en fait, peuvent vite devenir assez insupportables. Ouais. C'est ça, et puis c'est dans des tâches quotidiennes. Parfois, c'est même sur des petites choses à ranger. Moi, par exemple, je ne supporte pas d'être dans un cadre visuel avec plein de bordel ou ce genre de choses. Je suis toujours à ranger, à faire la fourmi. Alors, c'est presque devenu un jeu, en fait, dans notre couple, mais c'est quelque chose que je rattache aussi à mon hypersensibilité. Après, le tout, c'est pas de tout excuser par son hypersensibilité, mais de vraiment juste expliquer son mode de fonctionnement, encore une fois, qui est différent de son partenaire. Alors ensuite, moi j'ai un autre outil que j'appelle un peu la méthode Marie Kondo. C'est un peu le fait d'appliquer ce que j'appelle le minimalisme en fait dans ces relations et de faire du tri. Moi je passe, et même avant d'être hypersensible, de savoir que j'étais hypersensible, parce qu'on l'est depuis le début, c'est un truc que j'ai toujours fait, que ce soit dans mes relations, je dirais virtuelles sur les réseaux sociaux, parce que moi je suis très présente sur les réseaux sociaux, donc j'ai des abonnements à d'autres comptes. À côté de ça, dans mes relations véritables dans la vie, dans toutes les étapes que j'ai eu à franchir dans ma vie, il y a eu beaucoup de moments où j'ai fait du tri. Et des fois, c'est un peu radical, mais c'est important de vraiment faire ce travail
pour pas se laisser submerger aussi par des personnes qui vont être toxiques, des personnes qui vont être malveillantes, parce qu'en tant qu'hypersensible, on a toujours cette hyper-empathie, cette écoute, cette bonne épaule qu'on a pour les amis, pour des proches. Sauf qu'il y a un moment où c'est toujours nous qui tendons l'épaule et on est dans des relations parfois qui sont déséquilibrées. Donc, de vraiment bien s'entourer parce que forcément, encore une fois, avec l'hyperesthésie qu'on a, on capte en fait tout ce qui se passe autour de nous. On est des éponges à émotions de toute manière et on est capable en fait de vraiment ressentir exactement le stress que la personne a en face de nous ou toutes les expressions négatives qu'elle peut avoir, enfin des gens qui sont très négatifs, pour nous, ça peut être juste destructeur. Donc, c'est hyper important de vraiment faire le tri et de garder les relations qui nous procurent de la joie. Comme dans la méthode Marie Kondo, c'est comme ça qu'elle explique sa méthode de tri. Et moi, c'est quelque chose que j'applique aujourd'hui également dans mes relations. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, pour choisir, donc, si j'ai bien compris, pour faire le tri, c'est vraiment de poser la question. J'irais même, moi, j'aime bien aussi, est-ce qu'il me fait avancer, quoi? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il m'aide à avancer? Est-ce que cette personne-là peut m'aider à avancer et me fait du bien, comme tu l'as dit? C'est vrai que donc se poser ces questions-là pour se dire, est-ce que est-ce qu'on arrête ou pas la relation? Mais on connaît les hypersensibles, il y a un peu la peur du conflit quand même, on n'aime pas ça. Donc autant, tu vois, zapper quelqu'un sur les réseaux sociaux, je pense que c'est facile, ça peut aller. Mais comment tu fais concrètement pour justement couper tes relations, tu vois, après? Moi, je fais vraiment moi, j'aime bien les images, en fait, quand j'explique et quand je vis les choses. Et moi, je vois vraiment ça en fait comme une balance émotionnelle, c'est-à-dire, et ça, c'est vraiment un exercice que je me fais assez régulièrement dans des nouvelles relations, en tout cas au bout de quelques mois. Et la balance émotionnelle, pour moi, c'est me dire qu'est-ce que j'apporte à l'autre et en conséquence, qu'est-ce que lui m'apporte. Un peu comme toi, quand tu te poses la question, est-ce que la personne me fait avancer? Est-ce qu'elle me procure de la joie? Est-ce que je partage des moments avec des discussions enrichissantes? Parce que c'est aussi ça qui fait qu'on est très stimulé, c'est ça qui nous fait avancer aussi dans nos idées, dans nos comportements. Enfin, on est des personnes qui aiment approfondir chaque chose, on aime approfondir les relations et tout ce qui va être relations un peu superficielles, en général, ce n'est pas des relations vers lesquelles on va passer beaucoup de temps. Et je trouve que quand on fait vraiment cet exercice de la balance, à se dire, entre contrepartie, si moi je suis à 75% et que la personne est à 25%, on peut déjà, la personne en face, je veux dire le partenaire, on peut déjà se poser la question, est-ce que j'ai envie d'approfondir un peu plus ou est-ce que je peux déjà en parler à la personne tout simplement? Il y a toujours ce temps de parole et de communication qui, pour moi, est toujours important. Ouais, c'est une super idée, l'image de la balance. Je précise quand je disais avancer, alors pour moi, ça voulait dire aussi que, par exemple, tu vois, tu parles d'un projet et la personne elle a tendance à te dire mais non, fais pas ça, tu vois, à te casser en fait dans tes rêves ou dans tes envies, donc elle te porte pas. C'était voilà, c'est une précision que je voulais apporter, que c'était plutôt dans ce sens-là que Ok. Après, je trouve que dans les relations, ce qui est important aussi, c'est de se faire confiance, en fait, mais surtout de faire confiance en son intuition. Parce que les hypersensibles, ça, c'est quelque chose qu'on remarque avec la plupart de ceux avec qui j'ai pu échanger. On a vraiment cette espèce de sixième sens, d'intuition qui fait qu'il y a des personnes, en tout cas, moi, aujourd'hui, quand je rencontre une nouvelle personne, et ça a toujours été le cas, je ne saurais pas comment l'expliquer, c'est par la gestuelle, par sa façon de parler, la façon de se comporter. Il y a plein de choses en fait que je vais analyser très rapidement chez la personne qui font que je vais tout de suite sentir si ça va matcher ou pas. Et ça s'est toujours vérifié en fait. Et autant il y a des personnes, dès que je les rencontre, je sens que ça ne va pas le faire. Et encore une fois, ça s'est toujours vérifié. Et quand on fait confiance en tout cas à son intuition, et ça c'est même au-delà des relations, c'est même pour les projets professionnels, c'est même pour même dans des lieux en fait pour l'achat d'une maison. Enfin, on est vraiment très sensible à l'atmosphère également. Et tant qu'on n'est pas en mesure de se connecter à ses ressentis, je trouve que ça va aussi parfois fausser des relations où on va se forcer. Et c'est là où on va avoir peut-être tendance même parfois à se suradapter pour plaire à des personnes à qui on ne devrait même pas plaire finalement. Parce que c'est des gens qui vont se être toxiques, c'est des gens où il y aura aucun échange, il n'y aura aucun partage qui pour nous ont beaucoup d'importance. ouais, donc c'est là où on se dit à quoi bon quoi. Enfin, moi je suis vachement comme ça, si ça sert à rien de se forcer quoi. C'est ça, parce que pour moi aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que le temps, il est ultra précieux. Le temps, il passe
il passe super vite. En fait, moi, j'ai vraiment cette notion-là et le temps que j'ai, je le consacre à des gens avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui je partage des moments de bonheur, avec qui on partage des moments où on va philosopher sur plein de choses de la vie. Et ce temps, il est précieux, en fait. Donc, j'ai pas envie de le donner à n'importe qui aujourd'hui. Et je pense que dans le passé, j'ai eu tendance à le donner un peu à beaucoup de personnes qui ne le méritaient pas, par exemple. Et ça rejoint toujours cette idée de se faire confiance et de s'accorder de la valeur aussi. Alors ça, je pense que tous les hypersensibles ont fait ça dans leur vie, hein. Accorder beaucoup, beaucoup de temps à des personnes qui, bon, voilà, c'était peut-être pas la peine. Alors ensuite, un autre outil, alors ça rejoint un peu ce que j'avais expliqué juste précédemment sur le fait de faire des feedbacks, parce qu'on a toujours nous, on a toujours cette faculté à analyser et à avoir vraiment, je trouve, un bon esprit d'analyse, en tout cas sur des situations, sur des choses qu'on a vécues. Et je trouve que ce qui est hyper important, et là, ça va être très intéressant dans le cas de la dépendance affective, par exemple, quand on est dans une relation parfois qui peut être très fusionnelle, quand on est dans une relation, on va avoir tendance à s'isoler justement avec le partenaire et à presque oublier son entourage, à mettre de côté les amis, la famille, etc. C'est de vraiment faire un feedback sur ses premières attaches affectives, vraiment dès la petite enfance, et de vraiment se questionner sur des blessures qu'on a pu avoir. Donc, typiquement, dans les exemples concrets, ça peut être la fusion avec sa mère ou son père, le fait d'avoir été beaucoup ballotté par différentes nourrices. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que tout ce qu'on vit dans la petite enfance au niveau émotionnel aura forcément un impact sur l'âge adulte. Donc là, c'est aussi bien qu'on soit hypersensible ou non, mais chez l'hypersensible, je dirais que c'est démultiplié par 10, si ce n'est plus. Et le fait aussi d'être un enfant parentalisé, d'avoir dû s'occuper de son parent alors qu'on était encore enfant, tout ça, ça aura des influences sur nos relations futures et toujours se poser la question, et c'est là où ce feedback, il est hyper important, c'est quand vous avez tendance à vivre toujours le même type de relation ou en tout cas être attiré par le même type de partenaire. Moi, à titre d'exemple, j'ai eu 3 grandes relations avant mon compagnon actuel. Et en fait, les 3 grandes relations, c'était toujours des relations fusionnelles avec des hommes qui n'étaient pas disponibles. Et ça, je crois que c'est encore un thème qui pourrait faire presque l'objet d'une conférence à part sur les gens qu'on peut attirer à soi quand on est, par exemple, une femme hypersensible. On attire parfois des hommes qui, clairement, ne sont pas enclins à vivre une relation avec vous. Et pourquoi vous êtes attiré par ces hommes-là ? Peut-être que ça vient justement d'une de ces blessures que vous tentez de guérir avec cette personne-là. Et encore une fois, on en revient, je dirais, au même concept de d'abord travailler sur soi pour vraiment vivre une relation épanouissante avec le partenaire. Et ce feedback, je trouve qu'il est hyper important dans ce cas-là, justement, dans le fait de répéter des schémas comme ça relationnels. Oui, c'est ça, il n'y a pas de hasard et c'est bien de s'interroger pourquoi là, chaque fois, j'attire ou je vis telle et telle situation. Mais c'est super intéressant et enrichissant parce qu'une fois que tu as mis le doigt dessus, tu dis « Ah, mais ouais, je comprends » et là, tu peux avancer et tu peux… Alors, c'est facile dit comme ça, mais moi, dans mon cas, j'ai dû vivre 3 grandes relations comme ça pour en prendre, je dirais, la mesure. Et je pense que là, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, pour une fois, parce qu'en fait, je trouve que quand tu es dans ce schéma-là, tu as tendance à repousser la faute sur l'autre et à te dire, c'est l'autre qui n'accomplit pas la projection que j'ai du partenaire idéal ou qui ne satisfait pas à mes besoins. Et en fait, le jour où tu te dis, là, si c'est la 3e fois que je vis le même type de rupture avec le même type d'homme, c'est peut-être juste qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas chez moi. Et en fait, pour moi, c'est ça qui a été le déclic, en tout cas dans mon cas, de me dire, en fait, peut-être que le problème, il vient de toi. Et de là, j'ai déroulé, on va dire, l'analyse de toutes ces relations pour me dire, en fait, ça vient d'une blessure que j'ai dans la petite enfance. Et dès lors, et c'est vraiment, mais c'est magique, hein, comme tu le dis, c'est que dès lors que j'ai travaillé dessus, c'est là où j'ai rencontré mon compagnon actuel et j'ai jamais vécu une relation telle que je la vis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment aussi pour insuffler de l'espoir et se dire que ça peut paraître peut-être simpliste comme type d'outil, mais en soi, je pense que c'est quand même assez compliqué à mettre en place dans sa vie privée. Mais quand on arrive à le mettre en place, c'est là où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour nous. Alors ensuite, vraiment quand on vit une relation, je dirais que pour le coup là qui est un peu plus équilibrée, qui est plus épanouissante,
quelque chose qui va être pour moi mais essentiel. Enfin, j'ai l'impression que tous les outils, de toute façon, chaque fois je dis ça, mais c'est vraiment le besoin de s'isoler et de s'accorder des moments à soi. Parce que forcément, en tant qu'hypersensible, on est toujours dans des surstimulations extérieures. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être parce qu'on a dû faire les boutiques. Et bon, là, c'est une période assez particulière, mais on peut être très sursollicité par plein de choses. Une soirée avec des amis où il y a eu beaucoup de monde, on a dû faire pas mal d'efforts parce que c'est des gens qu'on ne connaissait pas. Le fait de devoir se répéter, c'est des choses qui peuvent vraiment nous fatiguer au niveau nerveux. Et juste parfois dans le cadre du quotidien, moi, c'est des choses que j'ai vraiment imposées pour le coup à mon partenaire, mais que j'ai pu imposer encore une fois parce qu'il connaît les surstimulations de l'hypersensible. Il sait que nerveusement, il y a des moments où, par exemple, je vais être atteinte de migraine, je vais avoir besoin de m'isoler dans le noir complet, et dans ce cas-là, il ne faut pas venir me déranger. Et pour ça, pour moi, les deux grandes règles, c'est de lui expliquer que maintenant, à l'instant où je le dis, j'ai besoin de ce moment de solitude et c'est un temps donné. Donc moi, par exemple, je vais lui dire pendant une demi-heure, là, je vais m'isoler, c'est mon petit moment à moi. Il le sait et dans ces cas-là, il ne faut pas venir me déranger. Et ça, c'est hyper essentiel pour nous, en fait, parce qu'on se ressource, je dirais, aussi bien dans la relation avec l'autre que dans ces moments de solitude où des fois, on va juste prendre du temps pour soi. Moi, des fois, juste le fait de prendre un bain et de ne pas être dérangé dans la salle de bain, s'il vient me déranger, je ne sais pas, au bout d'un quart d'heure, voilà, c'est bon, mon moment à moi toute seule, il est dérangé. Donc maintenant, il sait que c'est des moments vraiment qui sont vraiment essentiels pour moi. Ouais, c'est important, comme tu dis, quoi. En fait, de bien penser à le verbaliser, parce qu'on pourrait très bien, tu pourrais très bien te dire, bon, bah là, je m'isole, et puis, mais bon, voilà, si tu le verbalises, tu sais, en plus, dans ta tête, tu es libre pour te dire que je sais que je ne serai pas dérangée, quoi. C'est ça, et puis encore une fois, moi, dans mon cas, moi, je suis dans une relation qui est très fusionnelle avec mon compagnon, mais qui est équilibrée. Et c'est vrai qu'au début, il comprenait pas, en fait. Il comprenait pas parce que lui, il voyait plus comme un rejet. Et c'est vrai que ça peut être vraiment perçu de l'extérieur de cette manière-là, de juste lui dire, bah là, je m'enferme dans la chambre pendant 30 minutes, tu viens pas me déranger, il est hors de question que tu viennes me parler. C'est sûr que si c'est dit sur le ton de la colère, sur le moment, on a notre émotion qui est très vive, on a juste besoin d'être toute seule et qui vient nous déranger X fois, c'est là où ça va exploser. Que si c'est verbalisé, je dirais dans une communication la plus sereine, la plus calme possible, où vraiment on explique les choses, et ben en fait, il va juste le comprendre. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, moi, mon compagnon, il me fait ce genre de moment où il me dit, bah là, c'est mon moment à moi, tu viens pas me déranger. Parce que lui aussi, il a appris finalement que les moments à soi dans le couple, c'est aussi essentiel pour se ressourcer et pour quelque part se rendre encore plus disponible pour l'autre juste après. Ouais, en fait, grâce à toi, il s'autorise maintenant à prendre soin de lui, quoi, du temps pour lui, c'est chouette, ça. C'est ça. C'est totalement ça. Ensuite, j'ai quelques outils pour vraiment gérer les conflits, parce que ça, je sais que c'est un grand, pour moi, c'est un grand problème aussi chez les hypersensibles en général, parce qu'on a tendance soit à s'oublier, parce qu'on n'aime pas déranger, parce qu'on a du mal parfois à s'affirmer, parce que bah, tout simplement, on n'aime pas les conflits. Tout simplement, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent chez l'hypersensible. Et en ça, moi, je trouve que dans le couple, quelque chose pareil, qu'on a mis en place. Alors moi, ça part toujours d'expérience, hein, ce que je propose là dans cette conférence. Moi, c'est ce que j'appelle un sas de décompression pour le couple. Donc en fait, ça s'était mis en place à une époque. On était dans une habitation, on avait une espèce de, je sais pas comment je vais dire, une sorte d'annexe extérieure. En fait, tu avais une entrée extérieure avant de franchir la porte et de rentrer à l'intérieur du foyer. Et en fait, à cette époque-là, moi, je vivais une situation professionnelle qui était juste mais désastreuse. Ça a été une de mes pires, vraiment une de mes pires expériences. Du coup, je rentrais, j'étais surstimulée à bloc. À l'époque, je ne savais pas non plus que j'étais hypersensible, mais genre, j'avais des réactions mais horribles. J'étais très en colère. Je pouvais râler pendant 4 heures sur ma journée de travail. Et moi, j'avais ce besoin de verbaliser. Et en fait, on avait mis en place quelque chose avec mon compagnon parce qu'il savait que j'allais forcément me décharger sur lui, malheureusement. Le pauvre, il a été bien patient à l'époque. Et en fait, on avait mis en place cette espèce de rituel où dès que je rentrais du travail, en fait, on se mettait à deux dans cette annexe extérieure au foyer. Alors, c'est aussi, je pense que l'hypersensible, il a aussi ce côté où il aborde aussi les choses avec des choses vraiment physiques et concrètes. Donc moi, cet espace, il était physique, il était réel, et pour moi, c'était l'espace où je disais tout ce qui n'allait pas. Et
quelque part, de manière cérébrale, je me disais, quand tu franchis la porte, quand tu rentres dans le foyer, là, c'est derrière toi. Et c'est vraiment hyper intéressant aussi de faire ces exercices. C'est comme de la visualisation, pardon. Et ça, c'est hyper important de se créer un sas, en fait, un espace dans votre foyer avec votre compagnon, votre compagne, et de se dire, bah, cet endroit-là, alors c'est un bout du canapé, c'est une pièce dédiée, c'est le bureau, enfin, je ne sais pas, une pièce que vous choisissez, vous vous dites, cet endroit-là, c'est l'espace où on va parler, par exemple, de nos conflits ou des choses qui n'ont pas fonctionné pour nous aujourd'hui, pour vraiment se décharger et se dire qu'une fois qu'on a évacué et libéré toutes les tensions de la journée, on passe à autre chose, on fait notre soirée et là, c'est beaucoup plus détendu. Et j'ai constaté aussi, c'est intéressant et je pense qu'il faut tester, que quand tu rentres du travail, parfois, c'est bien aussi d'avoir, tu vois, ton sas de décompression, mais seul, je Oui. pense, où tu fais un peu, ça peut marcher bien, je pense, avant à tester, je pense. C'est ça. Bah, c'est marrant que tu en parles parce que moi, c'est un conseil que je donnais à une de mes clientes justement, où je lui proposais de faire un détour en fait quand elle rentrait du métro. Je lui disais, bah, soit tu prends, je sais pas, 4 stations avant le terminus, tu sors du métro pour faire un petit bout à pied et tu prends ce temps pour vraiment faire des profondes respirations dans la rue et vraiment visualiser quand tu souffles, que tu évacues tes tensions. Comme ça, quand tu es devant le seuil de ta porte, tu te dis c'est OK, c'est derrière moi et je peux me consacrer à ma vie privée quelque part. Tu vois, c'est les tensions au niveau du travail, mais c'est un exercice qui est hyper intéressant, effectivement. Ouais, c'est un super conseil. Ensuite, je pense que bon, ça, c'est un des quatre accords Toltec, pardon, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment de ne pas prendre les choses personnellement. Alors ça, pour moi, c'est encore difficile aujourd'hui, je trouve, au niveau relationnel, de pas être impacté par des choses que je vais entendre parce que aujourd'hui, j'ai encore tendance à les prendre de manière personnelle. Donc ça, c'est un travail de longue haleine et c'est hyper important justement quand ça se passe. Moi, c'est un exercice que j'essaye de faire aujourd'hui encore, c'est d'exprimer ce qu'on ressent et de pas être dans le jugement ou de ne pas être dans, comment dire, la projection peut-être de ce que l'autre, enfin de ce qu'on met sur l'autre en tout cas dans la dispute ou dans ce qui s'est passé et de dire par exemple quand tu as dit telle phrase, moi j'ai ressenti telle chose. Et je trouve que le fait de toujours finalement recentrer sur soi et de recentrer sur ses ressentis, sur le côté émotionnel en fait, bah, l'autre il perçoit un peu plus finalement l'impact aussi de certains mots, de certains gestes, de certaines paroles. Et il y a même un outil que j'ai découvert aussi grâce à cette conférence qu'on appelle la métacommunication positive, qui permet vraiment de remettre le compteur émotionnel à zéro et d'être sur un dialogue beaucoup plus constructif. Donc c'est vraiment quand vous êtes dans un conflit et que, je dirais, les deux parties, que ce soit vous ou l'autre, vous n'arrivez pas à vous entendre et qu'on commence à avoir de l'agitation, de la frustration, de la colère, vous dites là, ça tourne en rond, ça sert à rien de discuter, etc. C'est un outil en fait qui permet, avec des phrases finalement, de vraiment se recentrer sur aujourd'hui, là tout de suite, dans le conflit qui est en train de se passer, ce que vous ressentez. Donc c'est par exemple dans la phrase, bah, je vois que ça n'avance pas, on voit que notre dialogue n'avance pas, bah, qu'est-ce qui se passe pour toi? Moi, par exemple, là, je me sens frustrée parce que j'avais envie de te parler de ça, je n'ai pas réussi à le mettre en avant. Ça peut être un exemple de phrase. Ou alors, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? De vraiment poser des questions concrètes pour justement essayer de construire finalement le dialogue vers quelque chose de positif, quelque chose de constructif qui serve aux deux parties dans le conflit. C'est super efficace, je confirme. En plus, parce que souvent, ouais, mais voilà, souvent on se dit ouais, c'est moi qui suis le plus impacté ou la plus impactée, et en fait, on se rend compte à sa manière que l'autre personne aussi, en fait, on peut comprendre pourquoi elle aussi, elle a été impactée, et c'est assez rigolo même, je trouve, à faire. Oui. Et même pour rebondir sur ce que tu évoques, moi, ce que je remarque aussi, et ça, c'est un truc important aussi à comprendre, c'est que en tant qu'hypersensible, on peut être très blessant envers l'autre parce que je pense qu'on est tellement consciencieux, on est tellement subtil aussi et on est tellement aussi dans le côté où on aime la justesse des mots. Moi, je sais que j'ai ce côté-là au niveau du vocabulaire où j'aime bien parler de manière précise et je sais que quand
enfin, quand je veux faire mal, alors c'est malgré moi, mais quand je vais être dans une colère ou quand je vais être dans une émotion très vive, je peux vraiment des fois avoir des phrases cinglantes. Et ça, il faut en avoir conscience en tant qu'hypersensible que, ok, à juste titre, on peut nous avoir blessés, on peut subir des relations toxiques, on peut être dans des relations qui nous font du mal, mais autant nous aussi, on peut blesser l'autre. Et en ça, c'est hyper important aussi, je trouve, de faire cet exercice de des fois auto-observer quelque part la situation qu'on est en train de vivre. Donc ça marche aussi dans le conflit. Et moi, c'est quelque chose mais que j'essaye de faire assez fréquemment, de vraiment me positionner en position extérieure, presque en spectatrice de la scène, de regarder sous tous les angles et de me dire, bon, ok, est-ce que là, il n'y a pas un moment où toi, dans ta gestuelle, dans ta parole, tu n'as pas été blessante et de ne pas hésiter finalement à s'excuser aussi. Ça fait aussi partie pour moi des relations. Et moi, ça m'arrive de temps en temps parce que forcément, avec les surstimulations et l'hyperesthésie qu'on peut avoir, il y a des moments où je ne peux pas contrôler ça en fait. Et je pense qu'il n'y a personne qui pourra vous apprendre à le contrôler parce qu'on est comme ça. Moi, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à les traverser. Mais ça ne m'empêche pas des fois de péter les plombs dans ma relation ou même avec des amis. Et dans ces cas-là, quand ça se passe, je prends toujours un temps de recul et je suis capable d'aller les voir pour m'excuser et de leur expliquer que peut-être dans la journée, j'avais vécu un conflit avec, alors si on est dans le monde du salariat, avec mon patron, les enfants ont été horribles aujourd'hui, donc tu comprends, je suis hyper fatiguée, donc hop, j'ai explosé. C'est hyper important en fait de toujours essayer de comprendre aussi ce que l'autre a pu ressentir pour parfois s'excuser quand on doit s'excuser. Alors ensuite, suite à un conflit, donc ça rejoint un peu l'exercice de sas de décompression. Quelque chose qui va vraiment nous permettre de nous recharger, c'est vraiment de se retrouver seul aussi. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et ça, c'est un truc que vous pouvez aussi expliquer à votre partenaire que lorsque vous vivez un conflit ou parfois s'il y a eu des cris ou des... encore une fois, c'est des surstimulations, j'ai envie de dire ça pendant tout le temps de la conférence, mais c'est hyper important de s'isoler et encore une fois, de se recharger. Moi, je prends toujours cet exemple, parce que je suis toujours avec les images du téléphone. Votre téléphone, quand il est déchargé et qu'il n'a plus de batterie, si vous allez sur Internet, si vous appelez, etc., il va toujours se recharger beaucoup moins vite que si vous le mettez de côté en mode avion et que vous n'y touchez pas pendant un temps donné. Et pour moi, l'hypersensible, c'est la même chose, c'est la même batterie. Et c'est vraiment en étant seul et en se coupant de toutes ces stimulations que vous avez vues de manière très, très forte pendant la dispute ou pendant le conflit. Il n'y a que là, en fait, où vous pourrez vous recharger au maximum pour toujours être, encore une fois, plus disponible pour votre vie de famille derrière. Alors ensuite, un autre outil que je voulais partager également, enfin, c'est pas vraiment un outil, mais c'est plus une idée que moi j'ai pu remarquer aussi dans mon parcours avec d'autres hypersensibles que j'ai pu suivre, c'est vraiment le fait de s'affranchir parfois aussi de certains codes sociaux et de pas forcément vouloir plaire à tout le monde. J'y pense notamment parce que j'avais une cliente à laquelle j'ai pensé là pour cette conférence et c'était hyper intéressant en fait le retour qu'elle m'avait fait, c'est que en fait elle avait cette comment je dirais, elle avait du mal en fait à accepter le fait qu'elle pouvait être une femme enfant et à la fois une femme plus adulte. Bon, c'est aussi une personne qui a un âge un peu charnière parce qu'elle est au début de la vingtaine, donc elle sort un peu de l'adolescence, elle commence aussi le monde du jeune adulte quelque part, donc elle est en CDI, elle vit en couple avec son copain et elle a ce côté où c'était hyper intéressant parce qu'elle me disait que quand elle passait le seuil de sa porte, à l'extérieur, elle était la personne en CDI, la femme mature, alors que dès qu'elle rentrait dans son foyer avec son compagnon, elle était la femme enfant. Et elle avait vraiment cette impression de porter un masque en société. Alors ça, je pense que ça va parler aussi à beaucoup de personnes. Et en fait, cette personne, elle faisait que se suradapter tout le temps. Ce qui fait que quand je l'avais eu en consultation, c'était une personne mais qui était juste épuisée. Elle était vraiment épuisée et elle s'était vraiment fait une projection en fait de ce que la femme doit être aujourd'hui. Et on a fait tout un travail justement sur le fait d'accepter en fait ces multiples facettes parce que en tant qu'hypersensible, c'est ce que je lui expliquais, on est curieux de plein de sujets en fait et on peut s'intéresser à plein de choses. Et dans le cadre de cette jeune femme, elle peut être plein de femmes différentes.
Et ça ne veut pas dire elle est schizophrène ou alors qu'elle passe d'une femme à une autre. C'est juste que ça fait partie de sa personnalité. Parce qu'il y a aussi tout cet aspect de ce qu'on appelle le multipotentiel aujourd'hui chez l'hypersensible. Moi, je pense que c'est aussi lié à ça. Et je lui disais, moi, à titre d'exemple, des fois, je suis hyper sportive. Il y a des fois, je vais être très féminine. Il y a d'autres moments, je vais être une femme enfant. Et c'est OK. On a le droit d'être qui on a envie d'être. Et ça, c'est aussi valable, je dirais encore plus, dans vos relations. Et c'est important de ne pas non plus vouloir plaire, je dirais, de manière démesurée à votre partenaire au point de vous oublier. Parce qu'encore une fois, dans certaines relations toxiques, je pense que la personne hypersensible, elle a parfois tendance également à se travestir ou à se transformer pour plaire en fait à son partenaire qui va vouloir qu'elle soit peut-être plus féminine, qu'elle soit plus apprêtée, etc. Alors qu'en soi, ça ne correspond pas à la personne hypersensible. Donc, c'est toujours renouer avec son authenticité, ne pas toujours tenter de se suradapter par rapport à des codes sociaux qu'on peut projeter également et encore une fois, d'être qui on a envie d'être et de l'accepter pleinement pour vivre ses relations harmonieusement. Ce que tu veux dire, du coup, pour être sûr si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, on peut être plein de choses à la fois à partir du moment où on l'a choisi en conscience, en fait, c'est ça? Oui, On peut être une femme, parce qu'on voilà, et là on s'habille, on se maquille et tout ça, comme on peut très bien avoir envie d'être une femme enfant, comme on peut très bien avoir envie de rigoler ou pas, enfin c'est ça. Mais par contre, c'est un choix fait en conscience, plutôt que de le subir pour s'adapter. oui. Alors c'était peut-être pas très clair, mais moi, dans mon cas, par exemple, j'ai fait vraiment une césure entre la femme féminine et la femme intelligente. Par exemple, moi, avant d'être naturopathe aujourd'hui, j'avais fait un master 2 dans des études artistiques. Voilà, pour moi, j'étais dans un milieu plutôt artiste, fallait que je sois un peu originale, fallait, pour moi, le côté beauté, se maquiller, c'était quelque chose de futile. Donc, j'avais fait des projections comme ça sur la femme que j'étais censée être dans le milieu dans lequel j'étais. Et c'est vrai que je me rendais compte, parce qu'après, j'ai fait plein de boulots différents. Je changeais de boulot tous les 3 à 6 mois. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois, dans les différentes équipes, dès que j'étais avec d'autres femmes, j'avais tendance peut-être à m'habiller comme les autres femmes pour finalement me fondre dans ce groupe. Parce que pour moi, c'était les codes sociaux de l'époque. Et du coup, j'avais du mal à renouer avec cette authenticité. Et aujourd'hui, vu que je suis OK avec ça, il y a des jours où je suis en mode jogging parce que ça me va très bien et que je n'ai pas envie de me préparer. Il y a des jours, il n'y a aucune raison particulière. Je vais passer 3 heures à me... Bon, 3 heures, c'est peut-être c'est peut-être exagéré, mais je vais passer du temps à me maquiller, à me coiffer. Je vais faire les boutiques. C'est futile, mais ça me fait du bien et c'est OK. Et à d'autres moments, je vais être la femme qui peut parler philosophie, peut parler de choses voilà, très culturelles, très approfondies. Et à d'autres moments, je peux m'amuser à faire des soirées où on fait du toboggan ou de la balançoire avec des amis et c'est OK en fait. C'est plus dans le sens comment dire, de pas tout le temps se suradapter en fonction des gens qui nous entourent pour se faire accepter et encore une fois de s'accepter soi avec toutes ces facettes qui font partie du fait qu'on peut être multipotentiel et s'intéresser à plein de choses différentes qui font notre unicité en tant qu'hypersensible et aussi notre intérêt pour les relations sociales parce que du coup, moi, dans mes amis aujourd'hui, j'en ai pas un seul qui se ressemble. J'ai plein d'amis différents parce que je suis intéressée par plein de choses différentes parce qu'on est aussi très curieux et c'est toujours pour rejoindre cette idée de s'accepter avec toutes ces facettes pour quelque part briller en société et être à sa place, en fait, qui est la nôtre. Justement, ça me fait penser à une question que je voulais te poser. Est-ce que toi, tu as fait le choix de dire à tous tes amis que tu étais hypersensible? Pas forcément, parce que, encore une fois, selon les relations que j'ai, je trouve que c'est pas forcément important de le présenter ainsi et en fait, je sens les amis avec lesquels je peux vraiment en parler. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai des amis qui sont mais ultra différents. Et par exemple, j'ai des amis à qui j'en parle. En fait, quand j'en parle, c'est quand je sens que l'ami en question est hypersensible aussi et que je sens que ça peut l'aider. Donc, c'est plus dans une démarche où si l'autre, je sens qu'il est dans un moment de sa vie où justement il se questionne et qu'il a du mal à se trouver, où il y a des problématiques dans le monde du travail, dans son couple aussi, ou d'autres choses, c'est là où je me dis, là, il faut que je lui dise en fait ce que je ressens. Donc là, c'est plus pour l'aider lui, mais je ne me présente pas en disant que je suis hypersensible.
Non, parce qu'en fait, je pense que, encore une fois, pour moi, l'hypersensibilité, c'est une petite pièce du puzzle par rapport à toute ma personnalité. Je ne suis pas que hypersensible, donc c'est pas quelque chose qui a totalement métamorphosé dans mes relations avec mes amis. Non, Non, mais comme tu vois, l'histoire du restaurant avec le conjoint, t'es amené potentiellement aussi à aller au resto avec des amis et à être gêné pareil, tu vois? alors, dans ce cas-là, je vais l'expliquer, mais je vais plus dire, est-ce qu'on peut... Alors, moi, par exemple, ça va être aussi la fumée de cigarette. Je suis très dérangée par l'odeur du tabac et c'est quelque chose qui... Alors ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que plus j'avance en âge et plus c'est dérangeant pour moi. Et je vais plus l'aborder en disant, bah, est-ce qu'on peut bouger? Parce que là, je vais juste l'expliquer en disant, la fumée de cigarette me gêne et j'ai l'impression de faire un focus là-dessus. Je suis même plus concentrée sur ce que vous dites. Je vais juste l'expliquer comme ça, mais je ne vais pas forcément dire à la fin parce que je suis hypersensible. C'est plus dans ce sens-là. Ok. Du coup, là, j'ai terminé. Donc, je vais finir sur l'atelier, du coup. Ouais. Donc toi, tu nous as réservé quelque chose de super pour l'atelier, voilà, qu'on retrouve, enfin, qu'on pourra retrouver dans le coffret des Happy Conf. Je te laisse nous expliquer ça. Oui, alors, en fonction des outils que j'utilise dans mon cabinet, un outil que je trouve formidable pour les hypersensibles, c'est les fleurs de bac. Donc, en fait, les fleurs de bac, je vais expliquer très rapidement la technique et puis vous retrouverez les fleurs précisément dans le coffret qui seront du coup un peu plus détaillées dans le bonus que j'offrirai. Mais en tout cas, les fleurs de bac, c'est une technique qui est totalement naturelle. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les élixirs floraux. Donc, si vous allez en pharmacie, parapharmacie, si vous tapez sur Internet, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez dû au moins croiser les flacons, sachant que le plus célèbre et le plus emblématique, c'est le Rescue. Je pense que ça, tout le monde le connaît. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fleurs de bac agissent vraiment sur des états émotionnels. Donc, c'est vraiment une technique qui marche très bien chez les hypersensibles. Moi, après expérience, je me rends compte qu'ils ont vraiment... et je pense que ça, c'est vraiment lié à l'hyperesthésie. Encore une fois, ça, je ne saurais pas plus l'évoquer et l'analyser, mais avec l'expérience, je vois en tout cas que chez les hypersensibles, ils sont beaucoup plus sensibles en fait à cette technique qui permet véritablement de traverser en fait des moments parfois difficiles et de vraiment se laisser traverser par ses émotions et de prendre aussi du recul sur ses propres émotions. Donc du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a au total, il y a 38 fleurs qui agissent chacune sur, je dirais, un état émotionnel. Ce n'est pas une émotion, comme parfois on a tendance à le voir dans des pharmacies sur la fleur pour la colère, la fleur pour passer les examens. Bon, moi, je ne suis pas du tout adepte de ce genre de dénomination. Et en fait, l'idée de la technique, c'est vraiment de se composer un flacon personnalisé avec plusieurs fleurs qui vont vraiment agir sur ce que vous ressentez en fait sur l'instant T. Donc, par exemple, il y a des fleurs qui vont clairement vous apprendre à dire non, à poser vos limites, à vous affirmer quelque part grâce à ça et ne pas toujours être dans la serviabilité par rapport à l'autre. Donc ça, dans les relations, je trouve que c'est hyper important. Il y a une fleur pour moi qui est emblématique chez l'hypersensible. C'est vraiment pour moi une des plus importantes et je crois que c'est celle que je donne le plus et que je conseille le plus en général. C'est vraiment celle où justement, comme je le disais, sur cette jeune femme qui porte un masque en société. Et c'est vraiment une fleur qui est là pour révéler en fait votre vrai vous, renouer avec votre authenticité et de ne pas tout le temps faire le masque jovial. C'est aussi une fleur qui agit justement sur les personnes qui ont tendance à fuir les conflits. Il y a une fleur aussi pour finalement être moins exigeant envers soi, mais aussi envers les autres. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, dans l'idéalisme qu'on met dans nos relations. On a tendance justement à apporter beaucoup d'exigences parfois envers l'autre parce que nous-mêmes, on porte beaucoup d'exigences avec nos propres relations. Et puis, il y a aussi une fleur qui est un peu la fleur de la mère poule. Alors, je trouve que des fois, ça se ressent dans les amis, ça se ressent dans la compagne ou dans le compagnon, le fait de se soucier de manière mais vraiment excessive du bien-être de l'autre, quitte à l'étouffer parfois et quitte à complètement s'oublier. Donc là, c'est vraiment un bref résumé des fleurs. Donc, je ne vais pas faire l'atelier sur les 38. Je ferai vraiment une sélection où j'expliquerai justement comment faire son propre flacon, sachant que c'est une méthode qui n'a aucune contre-indication. La seule et unique contre-indication, c'est pour les personnes en sevrage alcoolique parce qu'il y a un très minime degré d'alcool.
Donc, même pour une femme enceinte, il n'y a aucun souci parce que ça équivaut à quelques gouttes à peine sur tout le flacon, mais que vous allez rediluer derrière, donc vous en saurez un peu plus dans l'atelier. Mais c'est vraiment la seule contre-indication. Donc, c'est même une méthode qui fonctionne avec les enfants, enfin, si on va un peu plus loin. Donc, c'est vraiment une méthode pour moi que je trouve économique, qui est ludique aussi, parce qu'on choisit ses flacons, on réfléchit sur ses émotions, on les analyse et qui en même temps est hyper pratique en soi parce que c'est juste des gouttes à prendre chaque jour en fait, sur toute la durée de la cure. Ouais, moi, je suis super contente parce que ça fait vachement longtemps que j'ai envie justement de faire, tu vois, mon propre flacon et de comprendre comment ça fonctionne. Et alors, en plus, là, si c'est spécial pour les hypersensibles, je trouve ça génial, quoi. Alors la seule petite parenthèse que je mettrai, c'est qu'en fait, les 38 fleurs, elles sont répertoriées sous 7 groupes. Il y a un groupe pour l'hypersensibilité, l'hyperperméabilité à l'environnement. Moi, dans mon cas personnel en tant qu'hypersensible, je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les fleurs qui sont dedans. Je trouve qu'il y a d'autres fleurs qui sont ailleurs et qui sont, je dirais, beaucoup plus probantes pour l'hypersensible. Donc ça, je te le dis juste à titre perso, si tu fais des recherches de ton côté et que tu regardes que de ce côté-là. Bon, en tout cas, je pense que tu expliqueras tout ça et donc j'ai hâte de découvrir. Est-ce que tu as envie pour le mot de la fin, est-ce que tu aimerais conclure par quelque chose? Alors, j'ai envie de conclure par quelque chose de positif parce que ça fait partie de moi et c'est comme ça que je vis ma vie en général. J'ai connu des relations qui ont été toxiques, j'ai connu des blessures émotionnelles, j'ai un parcours qui n'est pas du tout linéaire et j'étais bien loin d'imaginer que je pouvais vivre la relation que je vis aujourd'hui et sincèrement, dès lors que vous travaillez sur vous, dès lors que vous renouez avec votre authenticité, que surtout vous vous donnez de la valeur. Moi, je pense que c'est là où ça a été vraiment le déclic pour moi, de me dire que j'avais de la valeur, que je pouvais être aimée et que c'était pas tout le temps à moi d'aimer l'autre et de le mettre sur un piédestal. Pour moi, la relation, elle est dans un état d'équilibre. On se donne mutuellement les choses. Et moi, aujourd'hui, je vis une relation en toute plénitude. Et je ne pensais pas que ce sentiment, il était possible avec mon cerveau qui est bouillonnant, qui se pose 1 milliard de questions à la seconde et qui est tout le temps en train de tout analyser constamment. Donc vraiment, c'est vraiment pour insuffler, je dirais, de la motivation parce que moi, j'ai beaucoup de personnes que je croise qui sont clairement malheureuses dans leur relation. Et pour moi, c'est la principale clé de travailler sur soi et de renouer, je dirais, avec son hypersensibilité aussi pour être en mesure de vivre ces relations harmonieusement parce que clairement, nous, je pense qu'on est les personnes les plus enclins au bonheur si on s'en donne le droit, si on travaille dessus et sincèrement, c'est possible. Bah, écoute, merci Jennifer pour ce beau message plein d'espoir. Merci beaucoup pour cette belle conférence aussi. Merci à toi en tout cas pour l'invitation.